Alors, l'humanisme. On pense tous savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Et pourtant, et si c'était bien plus que ça? Si c'était une sorte de force, une puissance avec sa propre intelligence qui façonne nos sociétés sans même qu'on s'en rende compte? C'est cette piste, cette vision qu'on va explorer. Pour commencer, plongeons directement au cœur d'un débat qui agite notre époque, le wokisme. Est-ce que c'est l'ennemi juré de l'humanisme ou, au contraire, et c'est là que ça devient intéressant, son descendant le plus direct? Pour tenter d'y voir plus clair, il faut d'abord re-questionner notre définition même de l'humanisme. Première étape, il faut oublier l'image d'un humanisme figé gravé dans le marbre. Le point de départ de toute cette analyse, c'est de le considérer non pas comme une doctrine, mais plutôt comme un processus vivant en constante évolution. L'humanisme, ce n'est donc pas un ensemble de règles fixes à appliquer bêtement. C'est un projet, continu. Lequel? Celui de construire un monde qui soit à la mesure de l'être humain. C'est donc un processus historique qui, par nature, doit s'adapter en permanence en plaçant toujours l'humain, tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être, au centre de tout. Et cette capacité d'adaptation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a commencé à la Renaissance, ça s'est poursuivi avec les Lumières, pour finalement devenir un véritable projet politique au 19e et 20e siècle. L'humanisme a sans cesse muté. Ce n'est pas un dogme, c'est une trajectoire intelligente qui évolue avec son temps. Et si on suit cette logique, alors le wokisme ne serait pas un virus, une sorte d'infection venue de l'extérieur pour corrompre l'humanisme? Non, ce serait plutôt une mutation interne, une version de l'humanisme qui pousserait ses propres principes à l'extrême, comme par exemple la priorité absolue donnée à l'expérience vécue ou au besoin de reconnaissance. C'est un peu comme si l'humanisme se regardait dans un miroir déformant. Bon, si l'humanisme est ce processus qui s'adapte tout le temps, quelle est sa nature profonde? L'analyse qu'on explore propose une réponse qui est, disons-le, assez audacieuse et même un peu dérangeante. L'idée est là, elle est saisissante. Et si l'humanisme fonctionnait en fait comme une sorte de méta-religion laïque, avec pour seul et unique Dieu l'humanité elle-même? Une foi, oui, mais une foi sans transcendance, avec ses propres dogmes implicites. Son ambition, devenir une sorte de système d'exploitation universel pour la société. Attention, il ne cherche pas à éliminer les religions traditionnelles. Non, il les englobe, il les chapeaute, en leur imposant un cadre commun, une règle du jeu supérieure, celle de la communauté humaine universelle. Mais voilà, ce système, qui a l'air si parfait dans sa capacité d'adaptation, cache en son sein un paradoxe qui pourrait bien être destructeur. Et là, la question est vraiment cruciale. Si l'humanisme est obligé de s'adapter à toutes les demandes humaines, même les plus contradictoires, comment éviter que la société n'explose en 1000 morceaux? S'il n'y a pas de principe supérieur, d'arbitre au-dessus de la mêlée, on court droit au risque d'une guerre de tous contre tous. C'est là que le wokisme pourrait en fait jouer un rôle très inattendu. Il ne serait pas une simple phase, mais plutôt un signal d'alarme. Le signal que le système arrive à un point de saturation. Le symptôme d'un humanisme qui, à force de n'avoir aucune transcendance, finit par s'autodétruire en créant le conflit permanent qu'il était censé éviter. Mais, et si cette fragmentation n'était pas du tout un accident? Et si, au contraire, elle remplissait une fonction bien précise, une fonction cachée au sein du système? C'est ici que l'analyse prend un virage. L'idée, c'est que ce chaos apparent ne serait pas une défaillance du système, mais bien au contraire, l'une de ses fonctions vitales pour se maintenir au pouvoir. D'un côté, on a des normes qui célèbrent l'individu, le subjectif, la fluidité. De l'autre, on a des codes religieux qui sont basés sur la communauté, la tradition, le sacré. Le fait est que ces deux visions du monde sont quasiment impossibles à réconcilier dans l'espace public. Le résultat, c'est une sorte de neutralisation. L'hyper-individualisme agit comme un solvant sur les groupes sociaux les plus solides, comme les communautés religieuses. Il les force à se diluer, à modérer leur discours pour s'intégrer dans la culture dominante, sous peine d'être complètement marginalisés. En gros, s'adapter ou se taire. Tout ça nous amène à la question finale, et sans doute la plus délicate. Est-ce que ce phénomène est un simple accident de parcours, ou est-ce qu'il pourrait être le fruit d'une véritable conception, d'un plan? L'hypothèse d'un plan s'appuie sur une chronologie assez troublante. On a des idées universalistes, promues par des instances comme l'UNESCO dès les années 60, qui semblent préparer le terrain. Et puis des décennies plus tard, on a une mise en œuvre ultra rapide par les États, notamment dans l'éducation. Cette séquence suggère en tout cas une certaine continuité. Et quel serait l'objectif final d'après cette théorie? Eh bien de polariser la société. En dissolvant les identités traditionnelles dans un grand mélange, on ne laisse face au pouvoir que des individus isolés d'un côté et des groupes fondamentalistes de l'autre, qui sont alors très faciles à marginaliser. On créerait de cette manière une société qui est, au fond, plus facile à gouverner, parce qu'elle est privée de ses repères, de ses valeurs communes. Une société liquide, malléable à souhait, mais qui vit en permanence au bord de l'instabilité. La question finale, au fond, nous est renvoyée à tous. Sommes-nous les témoins, voire les acteurs, d'une ingénierie sociale parfaitement délibérée,
ou simplement les passagers d'un système qui a perdu le contrôle de sa propre logique, de sa propre évolution? L'avenir de l'humanisme se joue peut-être entièrement dans la réponse à cette question.